Trouvé en ce 3 décembre, le 3 décembre qui correspond chaque année à cette journée consacrée à l'handicap par l'Organisation mondiale de la santé. C'était il y a longtemps, en 1992, que cette journée a été décrétée, journée spécifiquement dédiée à l'handicap. Et bien sûr, il y a une solidarité à l'international, donc la planète se solidarise avec cette frange de la société très fragilisée par son handicap. Et puis, justement, toute la réflexion est lancée pour une inclusion efficace de ces personnes en situation de handicap dans les différentes sociétés. Donc, l'Algérie n'est pas en reste. Aujourd'hui, pour preuve, nous recevons une association qui en fait beaucoup pour les personnes aux besoins spécifiques. Il s'agit de l'association Artisanat et Espoir, dont la vice-présidente sera parmi nous ce matin, ainsi que le docteur Brahimi Amel, qui viendra aussi parler de toutes ces formations lancées par son laboratoire, donc à l'effet justement de trouver des solutions et des stratégies efficaces et ciblées. Donc ce matin, nous aurons aussi l'occasion de parler d'emploi et des étudiants aussi face à l'emploi à travers l'expérience d'une école en particulier. Il s'agit de l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée qui organise donc un salon dédié à l'emploi et la formation des grandes écoles. Donc voilà qui est dit par rapport à la première partie de l'émission. Dans la seconde émission, nous retrouverons Yazid Ait Mahieddine, donc qui fera le point par rapport justement au traumatisme et au choc subi justement suite à cette crise sévère et vraiment comment dire, ce génocide qui perdure du côté de Gaza. Donc merci et ravi de vous retrouver ce matin. Dans un instant, nous retrouverons nos amis donc, et nos invités, mais également Amel Larabi qui est prête pour vous donner les nouvelles du ciel tout de suite après ceci. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Bien réveillée ce matin? Bah oui. Vous avez pris votre café, vous Monter, êtes prête? surtout monter, oui. Prête pour le combat. Allons-y. Une journée au service justement de nos amis téléspectateurs qui nous suivent ce matin et qui aimeraient savoir quel temps il fait. À Alger, le temps est plutôt doux, donc ça n'a pas tellement changé, il me semble. Non, pas trop. Non. Pour un 3 décembre, oui. Oui, voilà, donc ceux qui voyagent à Alger ont cette surprise à chaque fois de trouver un temps clément et une météo printanière. Alors, que disent les cartes à cet effet? Ah bah on y va? On y va, avec plaisir. Merci Nadia. Bonjour Merci. à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera dégagé à partiellement voilé sur les régions de l'ouest et le centre. Par contre, à l'est, eh bien, on aura des passages nuageux. Ces nuages vont donner quelques pluies sur les régions côtières est et proches côtières. Par contre, la moitié sud, eh bien, on aura des passages nuageux sur le sud-ouest, le nord Sahara, les oasis. Puis le ciel deviendra plutôt dégagé durant l'après-midi du côté du Bécharoua. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent. Et à noter des secondes de sable sur le Sahara central. Les températures l'après-midi, eh bien, elles seront plutôt clémentes pour un mois de décembre. Le minimum 9 degrés seulement à Al-Bayad, 11 Djelfa, 14 à Batna, 12 du côté de Tiaret, 13 à Constantine, Sétif, 17 degrés Tizi Ouzou, 18 à Alger, 16 à Annaba, 19 à Oran. Au sud, 18 degrés à Béchar, Gardaya, 26 Tamanrasset, également Janet, Adrar, Insalah, 25 à Tindou, 21 à Biskra et 30 à 33 degrés vers l'extrême sud. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera un peu agitée sur les côtes ouest et centre, mais très agitée sur les côtes est. Des vents forts qui varient entre 20 et 40 km/h sur pratiquement l'ensemble des côtes. Des vents de secteur ouest à sud-ouest sur les côtes ouest, de secteur ouest sur les côtes centre et nord à nord-ouest sur les côtes est. Et bien sûr, on va faire un petit tour cette fois-ci du côté de l'Amérique du Nord où quelques flocons de neige
tourbillonneront autour de Montréal, de la pluie à New York également, Washington et Miami, passagèrement nuageux du côté de Vancouver, Californie et Mexico, mais plutôt dégagé à Dallas. Le mercure affichera 1 degré à Montréal, 11 à New York et Washington, 6 à Vancouver, 28 à Miami, 21 à Californie, Mexico, en passant par Dallas avec 22 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup Amel. Alors pendant qu'il fait 28 degrés à Miami, chez nous à El Baïd il fait 0 degré d'après Adlé Kerim. Pardon? Al Bird. À El Baïd 0 degré ce vrai. matin, donc les hauts plateaux se rafraîchissent de plus en plus. Et il y a même des moins 1 degré du côté de Djelfa aussi. Très bien, c'est juste à côté, c'est Voilà. pas loin. Donc c'est vraiment pour dire que voilà, ça augure de l'arrivée de l'hiver. Ben, Inch'Allah, on l'espère. Hein. On On l'espère. On l'espère en tout cas pour ceux qui aiment la neige, qui aimeraient justement en profiter. Ah oui, cet hiver, on souhaite vraiment vivement le retour des grandes pluies et des neiges également dans notre pays. Merci faut attendre. d'être avec nous. Merci aussi à Amel de nous avoir permis d'avoir une idée voilà, Pour la journée, oui. Oui, de l'évolution du mercure en cette journée. Et puis, bien sûr, dans cette évolution de l'émission, nous avons pour coutume justement de vous offrir une chanson au départ. Cette chanson prouve notre engagement vis-à-vis de nos amis palestiniens, de ces martyrs qui tombent quotidiennement, bien sûr, et qu'on n'oubliera jamais. Donc, il s'agit d'une chanson donc, interprétée par Khaled Al-Hallaq qui nous chante Al-Aqsa, Aqsana. Là avec nous ce matin. Donc, nous allons parler des étudiants ce matin, en l'occurrence ceux de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, dont les représentants sont avec nous. Il s'agit en l'occurrence de Lilia Mesroua, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes en 3e année dans cette école. Je suis en 3e année. Voilà, Oui. et vous participez à l'organisation d'un très bel événement dont on va parler tout de suite, notamment avec Sofiane Oudjmiya, bienvenue. Merci, madame. Voilà. Sofiane, vous êtes déjà en 4e année.
Plutôt, vous êtes en deuxième année, pardon. Oui, Hein. Vous êtes en deuxième année, donc votre ami qui nous avait parlé et qu'on salue ce matin, donc Krumba. Krumba, lui, est en quatrième année, effectivement. Donc, si vous êtes parmi nous ce matin, c'est pour parler, donc, je le disais, d'un événement qu'organise cette école. Donc, ça commence aujourd'hui, coup d'envoi pour le salon de l'emploi et de la formation dans les grandes écoles. Oui. C'est ça. Tout d'abord, il faut savoir c'est quoi le salon d'emploi. Donc, le salon d'emploi et la formation des grandes écoles est pour objectif de sensibiliser la vie étudiantine, la vie des étudiants, de la vie étudiantine à la vie professionnelle, en mettant en place des stands de différentes entreprises nationales et multinationales, et même des incubateurs, des startups, et des banques et des assurances. Très bien. Donc, en offrant aussi des C'est opportunités. vraiment, ce sont les acteurs du marché du travail qui seront regroupés dans cet espace au sein de l'école. Les grands du marché. Et aussi, on offre des opportunités de stage et d'emploi aux étudiants et même on les forme pour leur vie professionnelle. Notre événement s'étalera en 4 journées. Les 3 premiers jours, c'est des formations et des conférences pour améliorer les capacités des étudiants. La première journée, on a une formation sur le project manager et aussi une formation sur l'effet des statistiques dans le domaine du travail. Deuxième journée, on a une formation sur la création des CV et comment réussir un entretien d'embauche. La troisième journée, c'est une conférence sur la création des startups. On va passer une idée à les jeunes étudiants que l'offre d'emploi, les opportunités d'emploi, on peut même les créer. Oui. Ce n'est pas juste un entretien, tu vas aller à l'entreprise pour aller travailler. Tu peux créer ton opportunité, créer des startups, des idées innovantes. Voilà, donc pour encourager ces jeunes étudiants, on met cette conférence sur la création des startups et on a aussi le jour de l'événement, c'est le mercredi, le 6 décembre, qui aura lieu au sein de notre école. Le NSEA collé à Tipaza, l'auditorium. La cérémonie d'ouverture sera à 8 h, à la présence de grandes personnalités algériennes, des influenceurs du domaine et des différents représentants des entreprises, des chefs RH, des DG, des BTG. Et le lancement de l'événement sera à 9 h. Il y aura aussi même des classes TD pour passer des entretiens d'embauche. Directement. C'est-à-dire qu'on donne de la visibilité à toutes ces grandes entreprises nationales et multinationales. On leur donne la parole, elles se présentent aux étudiants. Ils auront les étudiants qui auront tout le loisir de poser leurs questions, de débattre. Ils vont pouvoir avoir un contact direct avec les entreprises pour savoir ce qui les attend dans le monde professionnel. Très bien. Oui. Vous n'en êtes pas à votre première édition dans cette école, on en est à la 8e, c'est bien ça. Vous avez pris part aux précédentes, vous êtes déjà en 3e année, alors chaque année ce rendez-vous revient. Oui, ça fait 3 ans maintenant que j'organise cet événement. Donc à chaque fois on travaille sur l'événement, on l'organise, que ce soit pour tout ce qui est les sponsors, tout ce qui est les exposants, pour qu'ils viennent le jour de l'événement. Et franchement, à chaque fois, chaque année, c'est un événement qu'on passe qui est vraiment formidable. C'est un événement incroyable qui permet d'aider les étudiants et qui permet de nous aider nous aussi en tant qu'organisateurs. Voilà, donc il y a une véritable ruche. C'est ça, oui. Pendant ces 4 jours, donc le 3, le 4, le 5 et le 6, donc l'école va vraiment vibrer au rythme de ce salon, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et aussi, c'est la 8e édition. Cet événement, depuis 2015 qu'on organise ce événement. Donc, on est parmi les premiers leaders le salon d'emploi, surtout au niveau des écoles. Et on a ajouté le terme de formation des grandes écoles. Oui, des formations, on va accompagner l'étudiant de la première étape jusqu'à la fin. Et voilà, c'est l'objectif aussi du club de l'école. Oui, parce que quand même, votre école est une école prestigieuse qui se démarque dans le domaine du marketing et du management, des finances, des statistiques, les finances et tout ça.
C'est très bien. Donc, c'est d'ailleurs une des écoles les plus convoitées, celle d'Orléans. Oui, n'est-ce c'est pas? vrai, oui. Voilà, donc on a affaire, mesdames, messieurs, à la crème de la crème ici avec nous. Wow. Et bien sûr, au sein de cette école, c'est aussi la crème de la crème dans la mesure où ils sont très actifs dans des clubs scientifiques, des clubs estudiantins dont on parlera aujourd'hui. Donc le club auquel vous êtes dont vous êtes membre s'appelle comment? EIC, Economic Engineers Club. Ce club, il a été créé le 11 novembre 2015. C'est un club scientifique culturel, bien sûr à but non lucratif. C'est un événement qui a pour mission principale aider les étudiants. Donc on les aide, que ce soit dans l'intégration, que ce soit pour alléger la pression des examens et surtout pour les accompagner dans leur développement personnel et leur préparation à la vie professionnelle. Voilà, et ça s'appelle Economic Engineers Club. Engineers, ça veut dire quoi? Ça veut dire Génie, oui. oui. Des petits Voilà, génies. c'est Je des disais génies. bien que c'était la crème de la crème Voilà. qui était dynamique et active au sein de ce club et qui permet d'avoir toute une galerie d'événements, pas seulement celui Voilà. dont on parle. Et hein. on organise durant toute l'année beaucoup d'événements annuels, et comme le Open Day, l'ouverture de l'école où on présente les spécialités de l'école pour Voilà, une journée aider à porte ouverte. Journée intégrer, porte voilà, ouverte, oui. pour intégrer les jeunes les premières années. On répond Et- à toutes leurs questions, Oui. que ce soit par rapport au club ou bien par rapport à l'école, tout en leur offrant un petit moment de détente et de divertissement. Oui. Et c'est vrai que quand on arrive dans une grande école, on est un peu perdu. Justement. Ouais, c'est On vrai. imagine un petit peu, puis après, quand on vous annonce que vous êtes en tronc commun, vous vous posez beaucoup de questions. C'est Qu'est-ce vrai, que je oui. vais choisir et Ouais, c'est vrai. à quel rythme je vais avancer? On a souvent Ouais. peur, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend, on ne sait pas Oui. qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on essaye de les aider. Comme ça, ils vont savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et s'ils veulent aussi intégrer le club pour qu'ils puissent connaître pas mal de choses, on les améliorer, intègre. ouais. Ils Oui, trouvent le ben club. voilà, la ruche a besoin de beaucoup Exactement. d'abeilles, hein, Oui, j'imagine, c'est pour ça, fonctionner. oui. Et aussi, Mais- on oui, et aussi, on a le Algériel, notre deuxième événement, qui est aux Journées internationales de la femme, où on donne une valeur à la femme Oui. dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'économie. Le troisième événement, c'est le Datathon, c'est le Hackathon. C'est une abréviation de deux mots, le Hackathon, le Hacka et la Data Science. Donc, c'est une compétition de 3 jours où on prend un groupe d'étudiants, jusqu'à 90 étudiants, où on forme par des formations accélérées pendant 2 jours. Et la troisième journée, on donne une problématique réelle Oui. pour résoudre cette problématique Avec dans- l'outil de voilà. Science Data. en Très utilisant les outils de Data Data Science. Science. Et on a aussi le Campeco. On ne va pas parler de celui-ci tout de suite. On va d'abord regarder ensemble ce reportage signé Badi Amani qui était à Oran et qui a rencontré pas mal d'étudiants dont les idées ont été brevetées. Et donc voilà, on va tout simplement l'écouter pour voir un petit peu ces brillants étudiants qui sont du côté d'Oran. Les universités sont aujourd'hui un socle de développement des connaissances et constituent un puissant moteur de l'innovation. Le dessalement de l'eau de mer, l'intelligence artificielle ou encore les services, autant de projets pour lesquels les étudiants de l'école supérieure polytechnique d'Oran ont pu obtenir des brevets d'invention et des labels d'innovation grâce à l'accompagnement dont ils ont bénéficié. Mon projet consiste en la location d'appartements et des chambres d'hôtel à travers une plateforme numérique avec paiement via carte Dahabia ou d'autres cartes bancaires. Nous comptons par la suite intégrer le paiement par des cartes bancaires à partir d'autres pays. Le transfert de devises se fera par le biais de banques nationales. Notre application est la première du genre en Algérie. المشروع تاعنا عبارة عن مولد ثلاثي الأبعاد. Notre projet consiste en un générateur 3D que l'on place au large et qui produit de l'énergie électrique propre grâce au courant et au mouvement des vagues. الأمواج كيجوا رايحين وجايين. Nous accompagnons tous les projets innovants des étudiants depuis le début jusqu'à la création de leur start-up. Les responsables de l'école organisent régulièrement des rencontres et des séminaires pour maintenir en permanence le lien entre l'université et les opérateurs économiques. وهذه الشراكة لازم تكون فعالة من ناحية Ce partenariat doit être efficient en impliquant pleinement les deux parties, l'université d'un côté et les opérateurs économiques de l'autre.
Il ne faut pas oublier que la locomotive du développement de l'économie nationale démarre à partir de l'université. هي اللبنة والقطار لتفعيل الاقتصاد الوطني. En tant qu'entreprise, nous sommes toujours disposés à assister à ce genre de rencontres au sein des universités, car nous contribuons à la formation et au soutien aux projets innovants. المشاريع المقاولاتية ناشئة. L'école polytechnique d'Oron s'est fixée pour objectif d'améliorer les compétences et d'accroître l'efficacité et l'efficience en mettant en place un écosystème entrepreneurial intégré. Il faut souligner que l'école a déposé 29 brevets d'invention dans différents secteurs d'activité. Et voilà, donc l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Orléans n'est pas en reste dans cet effort justement d'inclusion des étudiants dans la dynamique du marché dans le pays. Donc aujourd'hui, nous avons reçu, comme je vous le disais tout à l'heure, deux étudiants remarquablement impliqués dans cette cause et qui participent à un salon, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc le salon de l'emploi et la formation des grandes écoles. C'est au sein de cette école que s'organise cet événement et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'ai suspendu une idée quand donc Sofiane Boudjmia ici présent devait rajouter une idée tout à l'heure. Le cinquième événement, c'est le Camp Éco, où on prend un groupe d'étudiants et on fait des formations accélérées pendant 3 journées. Et on résout un problématique réelle dans le domaine oui, allez-y. Voilà. Oui. En gros, le Camp Éco, c'est un bootcamp économique. C'est un événement emblématique au sein de notre club. C'est comme une compétition. Il a le même concept que l'Open Data que Sofiane il vient d'expliquer. Et c'est une compétition de 3 jours, 2 jours de formation accélérée. Puis le 3e jour, il résout une problématique qui est en liaison avec l'économie. Donc chaque année, on choisit des thèmes différents qui sont en relation avec l'économie pour créer des problématiques et on les donne aux participants pour qu'ils les résoudent face à un jury, bien sûr. Voilà, est-ce que vous avez pris part à ce type de challenge vous-même, dites-moi Lilia? J'ai pas encore eu l'opportunité, mais je compte. C'est interdit par le règlement du club Oui, quand vous êtes dans le club? On ne peut pas être organisateur et en même temps participant parce qu'on connaît toute la problématique. On sait que les formateurs, on connaît les formateurs, on connaît la problématique, donc on n'a pas vraiment le droit d'être organisateur et participant. Mais j'aimerais bien. Vous en avez envie? Oui, j'en ai extrêmement envie, mais je vais essayer de faire ça dans un autre club, en tant que participant directement. Voilà, heureusement que beaucoup de clubs sont aussi on a beaucoup de présents clubs dans les actifs, différentes. Oui, très bien. Donc voilà, moi j'allais dire, est-ce qu'il peut se passer de vous l'année prochaine, qui sait? Non. C'est un élément important du club, donc EIC. Et vraiment, donc ce salon connaîtra son coup d'envoi. Quel est le rythme des visites? Donc c'est ouvert quand même aux étudiants des autres universités, j'imagine. Bien sûr, il est ouvert au niveau national. Donc chaque étudiant ou bien même les fraîchement diplômés, ils peuvent venir, que ce soit pour déposer les CV ou bien juste pour parler avec les exposants. Donc il est ouvert pour tout le monde. Chaque personne qui veut venir est la bienvenue. De quelle heure à quelle heure? Parce que c'est important quand même de connaître les horaires. On ne va pas venir à l'heure de l'ouverture ou alors avant. De 8h jusqu'à 16h. Et aussi, cet événement-là, c'est un événement national. Oui. On peut avoir des étudiants de différents wilayas. Et aussi, on a beaucoup d'entreprises présentes, jusqu'à 55 entreprises, de 50 jusqu'à 60. Voilà, l'événement se commence à 8h et la cérémonie de clôture sera à 16h. 16h, oui. Oui, alors justement, Sofiane, dites-moi un petit peu, vous êtes en 2e année, vous me disiez tout à l'heure, en 2e année préparatoire, mais vous êtes déjà chef de projet par rapport à ce grand salon que vous organisez. Donc, alors, c'est du piston, Lilia? Non, du tout. Non. Il a pu se démarquer. Il a pu se démarquer, oui. Voilà, en 2e année, il est déjà chef de projet, il organise, il est très actif, dynamique. donc oui, il est très dynamique. D'où sa présence parmi nous. Donc, alors, dites-moi un mot par rapport à cela. Bon, je remercie tout d'abord le bureau exécutif qui m'ont fait confiance et qui m'ont aidé à aussi donner,
qui m'ont aidé à réaliser mes idées dans le salon, puisque chaque événement, on prend des nouvelles idées et on les réalise. Comme cette année, on va mettre fin à la version des papiers. Donc, on va faire des codes QR pour les CV. Donc, il faut préparer juste la version PDF de CV et scanner le code QR pour l'envoyer directement à l'entreprise. Parce que la version des papiers, c'est bon. C'est bon, c'est révolu. Oui, c'est vrai qu'on est à l'ère de la c'est digitalisation. Ce serait quand même formidable d'appliquer ce que vous avez justement acquis comme connaissances par rapport aux technologies, outils justement qui vous servent au quotidien dans vos recherches. Et donc voilà, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans le salon? Et on va finir peut-être avec ces idées-là. Je commencerai par dire j'apprécie énormément l'esprit de famille qu'on a au sein du club. Donc c'est important pour bien organiser un événement. Et j'apprécie aussi le fait de voir l'administration qui nous soutienne durant un événement pareil. Et j'apprécie aussi le fait de voir autant d'entreprises venir pour nous soutenir et pour aider surtout les étudiants, que ce soit dans leur préparation à la vie professionnelle ou bien pour les recruter pour des stages. Voilà, et vous me tendez une belle perche pour parler de ces ministères qui vous soutiennent, donc 3 tutelles en l'occurrence, on va les citer. Donc il y a le ministère justement des statistiques et ministère d'enseignement supérieur et aussi le ministère des startups. Voilà, des micro-entreprises et des startups qui est aussi un partenaire fidèle à cet événement. Donc oui. Et aussi, je tiens à remercier les 2 autres chefs de projet, Boujarda Amir et Ania Amzel. Et aussi à remercier le président du club, à sa tête, Sida Ali Ramoun. Et aussi le vice-président Hicham. Et aussi remercier l'administration de l'école qui nous facilite vraiment les choses, qui nous aide, qui nous soutient par tous les moyens. À sa tête, Rachid Tomash, notre directeur de l'école. Voilà, merci. Donc, Lilia Mesroua le disait si bien, vous êtes une grande famille dans cette école. Il s'agit, pour ceux qui ne le savent pas, donc de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Orléans, qui organise à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 6. Donc le 6, c'est vraiment l'apothéose de cet événement avec la participation de grandes entreprises qui sont là qui sont à l'affût justement d'un recrutement potentiel au sein de cette école ou des différentes écoles pour les étudiants qui aimeraient aussi y prendre part et pour qui c'est ouvert. Merci infiniment donc de nous avoir parlé du Salon de l'emploi, de la formation des grandes écoles ce matin à travers l'initiative de l'EIC, club estudiantin appelé Economic Engineers Club. Merci infiniment, merci à ceux qui sont avec nous. Et donc notre petit bonhomme de chemin se poursuit encore dans ce magazine. Tout de suite, nous allons parler de stars. Stars comment, vous me direz, c'est la journée on va parler bien sûr de ces stars durant cette journée mondiale du handicap. Mais avant, nous allons donner la parole à Amélie Siridir. Amélie Siridir qui nous mène droit vers un autre événement, donc qui nous permettra justement de parler alors je l'intitulais, voilà, le concours Mediastar en l'occurrence. Merci pour la régie, pour m'avoir soufflé un petit peu. Alors c'est parti. La cérémonie a débuté par une minute de silence observée à la mémoire des martyrs palestiniens. Et un vibrant hommage a été rendu au correspondant de la télévision algérienne, le Palestinien Wissam Abou Zaid, en reconnaissance à sa bravoure et son professionnalisme pour retransmettre la persécution et l'oppression subie par le peuple palestinien. Dans la première partie, nous avons rendu hommage à des figures emblématiques des médias nationaux. Donc nous avons notamment rendu hommage au correspondant de la chaîne de télévision publique nationale, Wissam Abou Zaid, le correspondant de Gaza, qui fait un excellent travail et un énorme travail durant cette période très difficile en Palestine. Et dans la seconde partie, des distinctions ont été remises aux lauréats de cette 16e édition. 158 participants répartis en 4 catégories: presse audiovisuelle, presse radiophonique, donc médias radiophoniques,
presse écrite et presse électronique. 12 journalistes de différents médias publics et privés se sont démarqués dans 4 catégories distinctes. Dans la catégorie audiovisuelle, le journaliste de la télévision algérienne Sofiane Marnine a remporté le premier prix. Donc je suis très heureux, très ravi et très fier d'avoir ce prix. Ça va nous motiver pour d'autres travaux, Inch'Allah. Ça va surtout motiver nos frères et nos confrères journalistes pour peut-être mieux travailler et participer dans des concours pareils. Voilà. En marge de cette cérémonie, un hommage a également été rendu à d'éminentes personnalités algériennes qui ont laissé leur empreinte dans le monde de la presse. Voilà, on a parlé aussi tout à l'heure de stars. Aujourd'hui, les stars à travers le monde, ce sont ces personnes aux besoins spécifiques donc, qui sont mises en lumière en cette journée particulière du 3 décembre qui correspond à la journée mondiale du handicap. Aujourd'hui, nous en parlerons à travers une très belle expérience, celle initiée par l'association Artisanat Espoir, dont la représentante est un petit peu en retard, mais j'espère qu'elle pourra nous rattraper. Le trafic routier a fait qu'elle ne soit pas là, mais fort heureusement, le docteur Brahimi Amel connaît parfaitement le sujet, donc bienvenue docteur. Merci. Comment allez-vous? Ça va? Bien, et vous? Très bien, très bien. Vous êtes là pour témoigner justement de votre, de votre soutien à un événement qui sera abrité par Dar Abdeltif cette semaine. Donc durant 2 jours, la Villa Abdeltif va abriter donc cet événement dédié à mettre en avant ces petites lumières dans le monde de l'handicap, on dira. Donc parlez-nous-en davantage, s'il vous plaît. Alors en fait, aujourd'hui, on est là pour crier fort et faire la promotion du travail de personnes qui sont nées avec un handicap que nous appelons un défi en fait. Alors ces personnes font un excellent travail en matière de céramique et ils arrivent à vivre de ça. Et lors de cette journée et lors de cette exposition, on met en avant leurs produits et on invite tout le monde à venir faire un tour. Et surtout, si vous voulez vraiment les soutenir, c'est d'acheter leurs produits. C'est vrai que voilà, l'OMS cette année insiste sur le concept de dignité et de bien-être des handicapés qui ne passe que par justement cette insertion, inclusion dans la société. En fait, l'handicap ne veut pas dire que forcément on va demander de l'aumône, du tout. Au contraire, c'est juste un parcours différent. C'est juste des personnes qui ont un peu plus de difficultés en début de vie. Mais clairement, ils peuvent. On connaît beaucoup d'exemples dans le monde de personnes qui ont excellé plus qu'une personne dite normale. Il est vrai que votre employeur soutient cet événement, donc parraine cet événement. C'est un grand laboratoire pharmaceutique dont on ne citera pas le nom parce que voilà, quand on fait une bonne action, on aime bien être discret. Mais bon, je sais, en dépit de cette discrétion, vous êtes investi personnellement. Vous avez pris part à tout un stage qui vous a permis peut-être de vous rapprocher davantage de cette spécificité? C'est clair, effectivement. Ce laboratoire pharmaceutique en fait son action RSE, de responsabilité sociétale. Mais derrière ça, il est né un mouvement, parcours différent. Un mouvement qui nous a permis d'être en contact avec des associations d'handicap mental, entre autres celle de Madame Dra, qui va faire la journée, mais aussi ça a permis la création d'une plateforme, parcours différent, et de pages sociales sur Facebook, sur Instagram, parcours différents, où on met en contact les parents avec les associations, avec les médecins, et en fait, on les aide à comprendre qu'est-ce que ce parcours différent. D'accord, c'est vrai que c'est une sorte de plateforme que vous mettez au service des parents, au service de toute personne désirant justement intégrer ce grand mouvement dont vous parlez et qui aura des informations très utiles, des adresses, des portraits, et puis tout le cheminement de la prise en charge de ces enfants. Effectivement. Vous savez, imaginez le plus beau jour de votre vie, vous avez un bébé et on vous annonce, on vous dit, vous avez un handicapé. Problème, votre voilà. enfant, non, oui. vous avez un handicapé mental. De toute façon, l'annonce, c'est toute une histoire. Oui, voilà. Et vous n'avez personne dans votre entourage, vous n'avez que votre imagination. Oui. Vous avez l'impression que votre vie, elle s'est terminée.
ce jour-là. Tout à fait, j'imagine, les parents. Si vous êtes parrainé déjà si tout de suite on vous met en contact avec un parent qui, ça y est, il a réussi, il a un enfant qui travaille, il l'a marié, etc. Vous savez, vous ouvrez la fenêtre de l'espoir à cette personne. Absolument. Et ce parcours, elle le vivra avec beaucoup plus de sérénité et ils comprendront que c'est juste un parcours différent. Absolument, un parcours différent, d'où la nécessité de cibler. Vous me disiez, bon, votre stage justement porte sur ça, c'est chercher la spécificité chez les personnes et voilà, aller vers ce qui les caractérise, ce qui est leur aptitude la plus intéressante. On dira. Effectivement, nous faisons la promotion de l'approche centrée sur la personne. Alors, c'est une formation en management, on forme les parents et le personnel. Alors, vous l'avez très bien résumé. En fait, en chacun d'entre nous, on a des points forts et des points d'amélioration. Si on focus sur les points forts, surtout pour l'handicap mental, on arrive à détecter le point fort de ce jeune. On va le mener vers ce qu'il sait faire. On le transforme en activité professionnelle et en insertion sociale. Absolument. Voilà. Donc voilà, ça économise tous les efforts vains d'essayer d'en faire quelqu'un de performant dans telle ou telle discipline. Madame Dra nous parlait d'une championne hier au téléphone. Donc c'est sa fille. Voilà, sa propre fille, donc qui est revenue de Berlin avec 2 médailles. Donc c'est dans la discipline cyclisme. Donc c'est des Olympiades d'handisport et qui ont permis à ces brillants athlètes de nous représenter dignement et bien sûr de dignement représenter l'emblème national à des instances internationales. Alors clairement, Madame Dra est l'exemple de la maman courageuse. Elle a transformé cette épreuve en une réussite, entre autres avec sa fille, mais aussi avec tous les enfants qu'elle forme dans la céramique et dans voilà. Oui. Et beaucoup de travaux manuels en tout cas. Beaucoup de travaux manuels, exactement. Et sa fille, c'est une fierté pour nous. Elle est revenue avec effectivement 2 médailles. Voilà, bravo en tout cas à la jeune Shahra Dra, qu'on espère recevoir peut-être demain, qui sait, elle sera peut-être disponible pour nous parler de cette belle expérience. En tout cas, c'est dire un petit peu que ces enfants seront visibles pour vous, qui nous suivez ce matin et si vous avez envie justement de booster leur carrière professionnelle dans le monde de l'artisanat entre autres, donc leurs œuvres seront exposées à la villa Dar Abdel Tif, c'est vraiment au cœur d'Alger, à proximité de Riyad El Fetr, dans ce bel écrin de verdure et un cadre idyllique où vous allez découvrir tous ces talentueux enfants. Exactement. Alors, on répétera jamais assez que ce dont on a besoin, c'est que vous privilégiez dans vos achats. Les sociétés actuellement, c'est la fin de l'année. Si vous voulez faire les cadeaux de fin d'année, pensez à la catégorie handicap mental et n'oubliez pas de liker la page Parcours différents. Voilà, et donc dans le cadre de ces efforts justement consentis par vos employeurs, cette association a été accueillie à l'ISTS dernièrement, le 25 novembre dernier. Oui. Donc vous avez organisé une journée de stage pour différentes personnes désirant justement participer à ces efforts de solidarité avec eux. Alors en matinée, on a honoré les fondateurs des associations et justement les jeunes, entre autres Shahra et d'autres qui ont réussi à faire de belles prouesses. Et l'après-midi, nous avons ramené un éminent psychologue italien, Monsieur Zucconi, qui les a formés sur l'approche centrée sur la personne. Très bien. Donc vous-même, vous avez pris part à cette formation. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme apprentissage? Alors le bien-être, comment comprendre l'autre, et comment déjà être bien avec soi-même, mais aussi faire en sorte que la personne en face soit au meilleur de sa forme. Très bien. Vous nous parliez tout à l'heure de cette plateforme. C'est vrai qu'on a surtout parlé de ces premières étapes de l'enfant en situation de handicap, mais à un moment donné de son histoire, il va devenir adulte. Et c'est là que le point d'interrogation devient beaucoup plus gras dans la mesure où on insiste sur cet aspect. Comment réussir une inclusion de ces personnes en situation de handicap dans notre société? C'est beaucoup plus simple qu'on le croit. C'est avec la compréhension. Oui. Juste que ces personnes, déjà, on identifie ce que le jeune sait faire.
Par exemple, s'il est bon dans le dessin, pourquoi ne pas en faire un peintre, par exemple? Et au niveau des sociétés, donc ce laboratoire pharmaceutique qui est notre sponsor, on a commencé un super projet. On est en train de recruter des personnes à handicap mental. Et il suffit juste de ne pas crier devant eux, de leur parler plus doucement, de leur donner des tâches récurrentes. Voilà. Vous avez donc des collègues qui sont autistes parmi vous, donc vous les connaissez personnellement? Bien sûr. D'accord. C'est clair. Oui, donc vous disiez qu'il faut juste faire attention à leur handicap, le comprendre, essayer de faire l'effort de le comprendre. Et c'est ça qu'on ne fait pas. On a peur de l'autre parce qu'on ne connaît pas sa pathologie. Tout simplement. Voilà, tout simplement. En fait, c'est juste une adaptation, une compréhension de l'autre. Si vous deviez aller dans un pays où ils ne parlent pas arabe ou français, anglais, vous allez vous adapter, vous allez changer votre langage. C'est la même chose. C'est adapter son comportement face à une personne qui a une hypersensibilité. C'est tout. Docteur Brahimi Hamel, je pense que notre interlocuteur qui nous attend justement du côté de Nancy va certainement acquiescer. J'espère qu'il est à l'écoute. Donc on va tout de suite entrer en contact avec le docteur Abdelnasser Bensoula, donc, qui est lui-même directeur des établissements spécialisés dans cette région de France. Bonjour. Oui, bonjour. Sabah Nour, ravi de vous avoir ce matin avec nous. C'est un plaisir et un honneur pour moi. Voilà, vous avez toujours, prêté attention à ces personnes en situation d'handicap, donc des personnes aux besoins spécifiques. Les dénominations sont diverses, mais voilà, quel est l'effort que vous, en tant que directeur d'établissement, vous avez consenti pour réunir les différents acteurs dans ce domaine en particulier? Oui, tout à fait. Donc, vous savez que c'est un domaine très très sensible, très particulier. Donc, je parle juste de la partie de l'expérience qu'on nous a menée en Algérie, aussi bien à Alger, par exemple, l'association d'autisme à Ben Benian, avec M. Mouchou, ou que ce soit sur l'association Ibtissama de Bliouartinen, ou que ce soit l'association de Jossol Hamel de Tébessa. Et sans oublier, bien entendu, le travail qu'on a fait sur la région de Hardaya, avec une grande association aussi. Donc, nous avons essayé de voir comment ça se passe d'abord. On a fait un petit diagnostic. Et puis, on a essayé de former les acteurs sur ce qu'on appelle le diagnostic des besoins et attentes. C'est très important. Comment détecter les besoins de la personne et comment aussi répondre aux attentes de la famille, de l'environnement. Bien entendu, aujourd'hui, nous fêtons le 3 décembre, c'est la journée internationale de l'handicap, bien entendu, et nous insistons énormément pour que ces besoins soient une réponse à la personne, mais il faut les écrire, parce que souvent on travaille dans l'oralité. Et moi, dans tout le circuit de formation et de sensibilisation que je menais, j'insistais surtout sur les écrits. Il faut écrire, parce que j'entendais votre invité que je salue. Effectivement, on doit entendre, on doit écouter, mais il faut faire d'abord le projet de la personne, il faut l'écrire, il faut le tracer, il faut le rendre vivant tous les jours, et il faut l'évaluer, et surtout, il faut le communiquer. Il faut qu'il y ait cette transversalité des acteurs envers la famille, envers l'emploi, envers la personne elle-même. Il faut que la personne soit actrice de son projet. C'est pour ça qu'on parle de la personne, qu'on s'occupe de la personne. Mais il faut qu'elle soit réellement, elle doit être actrice de son projet. Pour qu'elle soit actrice de son projet, il y a deux variables importantes. Il y a le droit de la personne handicapée, bien entendu, et il y a son inclusion dans la société. Aujourd'hui, on entend partout dans le monde entier, l'autodétermination. C'est-à-dire qu'il faut que la personne déficiente, là on ne dit pas la personne handicapée parce que c'est un peu stigmatisant, vous voyez, le discours change. On parle de la personne déficiente intellectuelle. Il faut qu'elle puisse avoir le choix dans la journée de ses activités. Qu'est-ce qu'elle peut faire au sein d'un centre? Et si elle n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'elle peut avoir dans l'environnement le plus proche, compensant son handicap, c'est-à-dire où son besoin. Voilà, donc c'est généralement ces missions, ces travaux, y compris on a fait une journée de formation, 2 journées de formation, une à l'ESSTS de Ben Aknoun en 2022-2023. On a réuni des enseignants, on a réuni des professeurs, et ensuite une journée qu'on a menée à l'hôtel du côté d'Elbière, avec l'association de Madame Ben Mansour, sur l'autisme. Alors on a expliqué un petit peu tous les mécanismes
aujourd'hui, parce que personne n'a aujourd'hui une réponse définitive. Nous travaillons sur des approches, parce qu'il y a le psychologue, il y a le sociologue, il y a le directeur, il y a le technicien, mais il faut donner surtout la parole, et ça on l'oublie souvent, aux acteurs de terrain. C'est les personnes qui s'occupent de l'accompagnement concrètement de la personne, qui devient une force par ses écrits et par ses anniversaires de ses écrits. Parce qu'aujourd'hui, on fête l'anniversaire du 3 décembre, mais on peut imaginer le projet de la personne accueillie dans un établissement ou dans une association, écrire son projet de vie, mais il faut lui faire un anniversaire une année après, ce qu'on appelle une synthèse. Qu'est-ce qu'on a pu faire avec? Est-ce qu'elle s'inscrit dans un profil de personne qui va aller travailler, bien entendu, dans une entreprise classique? Est-ce que c'est une personne qui doit être assistée 24/24, etc., etc., etc. Donc, c'est toute cette dynamique, c'est toutes ces parties d'accompagnement qu'on doit toujours veiller, qu'on doit toujours écrire, parce que c'est la mémoire de la personne, qu'on appelle ici l'anamnèse de la personne. Hein, son histoire, sa naissance, etc. Voilà. Merci infiniment, docteur Abdel Nasser Bensoula. Donc, vous interveniez ce matin à partir de Nancy en qualité de directeur des établissements spécialisés et donc de vous témoigner de cette expérience au service des personnes en situation de handicap passée à l'occasion de cette journée mondiale dédiée à l'handicap, le 3 décembre en l'occurrence. Donc, vous voyez, docteur, j'étais certaine qu'il irait dans votre sens, notamment par rapport à cette approche dont vous parliez, centrée sur la personne et ses aptitudes. Donc, avant de poursuivre, nous allons ensemble écouter une chanson palestinienne et revenir juste après. Voilà, donc nous avons été rejoints à l'instant par nos amis qu'on attendait depuis tout à l'heure, qui ont été un peu pris dans le trafic routier. Bienvenue donc à Madame Linda Dra. Vous êtes la présidente de l'association Artisanat Espoir, donc qui œuvre pour la réinsertion des jeunes aux besoins spécifiques. On est ravis de vous avoir ce matin. On a beaucoup parlé de vous depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez bon dos? Est-ce que tout va bien? Vous n'avez rien senti? J'ai entendu. D'accord. Merci. Tout d'abord, je vous dis bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Oui. Je suis la vice-présidente de l'association et la directrice d'atelier d'apprentissage de l'association Artisanat et Espoir. Voilà, vous avez certainement l'âme d'une artiste et c'est pour ça que vous accompagnez ces graines d'artistes, on dira, mais bon, pour certains, ce sont déjà des artisans accomplis. Exactement. Et on est ravis de recevoir aussi votre fille, donc Shahra, bienvenue. Sabah Nour. Ça va? Ça va. Ah, très bien. On a parlé de ses exploits donc dernièrement. Donc c'est une cycliste. Oui. C'est ça. Oui. Elle joue au basketball aussi brillamment. Au basketball, oui. Elle fait beaucoup d'activités. Oui. J'ai fait le cyclisme. Cyclisme, mais vous avez participé à une compétition. ألعاب أولمبية. Pardon. 2023. Voilà, oui, elle a été sélectionnée au Spécial Olympique de Berlin en juin 2023. Très bien. Et elle a quand même pu décrocher 2 médailles. Félicitations. Donc, où sont vos médailles? Vous ne les avez pas ramenées? Non, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas ramené donc vos médailles, mais bon, on le sait que vous êtes brillante. Et puis donc, vous l'encouragez en tant que maman, mais aussi en tant que directrice de cet atelier. Vous l'avez donc inscrite à un stage parce qu'elle peut aussi donner pour les autres, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, Shahra a beaucoup de volonté. Même s'il y a un échec, elle rebondit. C'est ça la volonté Taha. Et comme on a fait la journée avec Amel Brahimi, avec tous les... Et on a beaucoup appris et l'approche centrée sur la personne, c'est ce qu'on fait nous au niveau de notre atelier. Oui. C'est-à-dire on prend les jeunes, on découvre le potentiel de chaque jeune et on l'exploite. Très bien. Et on a réussi à faire des petits artisans. En maroquinerie, vous avez vu leurs travaux. Oui, on a des spécimens magnifiques qu'on va montrer d'ailleurs, je ne sais pas de quelle caméra. Et dessins, en mosaïque, des produits cosmétiques et savons, le canage qu'on n'a pas pu ramener malheureusement.
Donc j'attends juste qu'on me facilite par rapport à la caméra pour commencer à montrer les objets. D'ailleurs, pendant que vous parlez, Madame Della, vous continuez, oui. Donc il y a différentes spécialités que vous essayez de développer au sein de l'école. Voilà. C'est-à-dire on découvre ce que ces jeunes ont, le potentiel de ces jeunes, et on l'exploite. Et ils sont heureux au niveau de l'atelier. Ils sont en train de réaliser de très belles choses. Et je veux donner un message aux parents. D'accord. Là, on voit justement un premier sac. On va montrer justement toute la beauté, la finesse de ce travail exécuté avec brio. Donc, il y a celui-ci. Je vais vous en montrer un autre. Vous avez... Ah oui, il y a une petite pochette, me dit-on, à l'intérieur. Je ne vais pas l'abîmer quand même. Voilà. On va voir la petite pochette. Ah oui, il y en a plein. C'est un travail fait à la main. Tout est fait main, donc Tout est sur fait du main, cuir. la couture, la petite tresse. Ah ben c'est magnifique, hein. C'est beau. C'est beau, donc c'est dire un petit peu qu'ils arrivent à faire de très belles finitions, des travaux qui méritent encouragement. Donc voilà un autre spécimen, donc c'est différent. On va le voir aussi. Et donc ça se fait au niveau de l'école qui est située à Chiraga, c'est bien ça? Oui, au niveau de l'atelier de l'association qui est à Chiraga, l'autisme Ahmara. On est en train de revaloriser notre patrimoine. Oui. On a du très beau cuir. La matière première, elle existe. On n'a pas le savoir-faire. On est en train de les inciter à bien travailler. Et c'est des produits quand même commercialisables. Oui, tout à fait. Il y a Ils n'ont rien à canage. envier à Voilà. ce qui se retrouve sur le marché, dans les boutiques d'artisanat. Exactement. Il y a le canage aussi qui le font à merveille. Et le canage, c'est notre patrimoine. Kursi hadak tاع الدوم, on est en train de revaloriser et le remettre à l'ordre du jour. Il est un petit peu, c'est un métier qui est un petit peu en voie de disparition. Absolument. Et j'encourage ces jeunes parce que je veux qu'ils soient autonomes. Je veux qu'ils يقولوا يسترزق من le produit اللي يخدم. Très bien. Je ne veux pas qu'ils attendent de l'aumône. هادو ماشي مساكن. Ils n'attendent pas de l'aumône. Absolument. Et depuis pas mal d'années, donc C'est par juste- exemple, vous vendez des produits, de très belles mosaïques qui plaisent, qui vont très bien dans les salles de bain, Voilà qui le vont dans travail les de Sahara. séjours, pour ça. Voilà, des entrées de maison, etc. De Voilà. très belles mosaïques sont réalisées. J'en ai vu quelques-unes. J'en ai vu même dans des foyers. C'est-à-dire que des amis à moi ont acquis et m'ont parlé de votre association il y a Merci. quelques années et m'ont incité à aller voir. Et c'est vrai que c'est merveilleux ce qu'on trouve là-bas. Voilà. Voilà. Il faut valoriser le travail manuel parce qu'il faut de tout pour construire un monde. Oui, absolument. Chara, dites-moi, racontez-moi un petit peu votre voyage à Berlin. Est-ce que c'était votre première compétition internationale? l'Allemagne. D'accord. عجبتك l'Allemagne? Oui. Ah, très bien. ما خفتيش, vous n'aviez pas le trac, ça va, vous avez... Le premier jour, Si, quand même. خفت mais بالعقل نبدا راح لي الخوف. Eh ben, c'est génial. Donc, vous avez pris votre vélo. وعجبني الحال. نشكر بزاف نو بريزيدون تاعنا توفيق ولا زي بريزيدونت رضوان. Très bien. Elle est donc humble, elle est pleine de gratitude pour ceux qui lui ont donné sa chance. Oui, c'est génial. C'est-à-dire à chaque fois qu'on lui donne la chance, j'imagine un petit peu que ça reste gravé pour elle. Oui, oui. Tu leur parles de l'expérience à Tunis? Oui, alors la Tunisie. أول مرة خيرونا وتونس رحنا لتونس خدمنا الموزايك. Très bien. Très bien. ورينا لهم الخدمة واش قادرين نديروا. Ils ont participé au symposium international de la mosaïque à Sousse, en Tunisie. Excellent. Et ils ont pu réaliser leurs fresques, chacun sa fresque. Et c'était magnifique, c'était valorisant, ça les a vraiment boostés. Ils ont eu leur diplôme international et c'était magnifique. Donc, ça leur donne du courage. Oui. Et en fait, pas seulement le courage, c'est un petit peu l'appellation de l'association, c'est artisanat et espoir. C'est courage et espoir. Et, voilà. À travers l'expérience que vous allez lancer aujourd'hui, donc cette belle exposition de 2 jours au niveau de Dar al-Latif, j'imagine aussi qu'il y a cette petite volonté de donner de l'espoir à d'autres. Exactement, justement, on est en train
donner un message aux parents. Quand on a un enfant en difficulté, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut jamais baisser les bras. Parce que regardez, c'est juste un exemple. Il faut venir voir les autres jeunes, de quoi ils sont capables. Il y a un qui est excellent en musique, qui joue du piano à merveille. Il y en a d'autres qui font on va citer son nom, hein, comme ça il sera content. Il n'a pas pu venir aujourd'hui. Voilà, qui viendra demain peut-être. Demain, on t'attend, Yanis. Voilà. Et c'est magnifique. Il y a des parents qui, quand ils ont un enfant en difficulté, ils le gardent à la maison. Oui, absolument. Il y a aussi des parents qui J'ai vu pas une scène qui m'a l'handicap de leur choquée. enfant. J'ai vu une scène, je vous assure, qui m'a choquée. Donc, il y avait un groupe d'étudiants qui a entendu parler d'un handicapé dans un village enclavé à Janet, il y a quelques années. C'est pour dire qu'il suffit d'un petit geste pour donner de l'espoir à toute une famille. Donc, c'était une personne en situation de handicap qui était attachée. Donc, on attache pendant toute une journée. C'est difficile à voir. J'en ai pleuré, autant que les personnes qui étaient autour et qui filmaient cet événement, parce qu'une fois qu'ils ont reçu l'aide de ces jeunes, un fauteuil roulant entre autres, ils étaient soulagés. Soulagés, bien sûr. Parce que c'était une personne qui était presque adulte et qu'il fallait porter tout le temps. Ils ne savaient plus comment faire, agités parallèlement à cela. Donc c'est pas évident pour les parents. C'est vrai. Mais ce n'est pas pour incriminer ce père de famille, mais il avait besoin d'aide et ne savait pas à qui s'adresser. C'est tout ce qui sort. Voilà, exactement. Et Dar Abdel Tif les ont beaucoup valorisés. Ils les ont valorisés. Cette agence, l'agence l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Voilà. C'est eux qui ont organisé cette exposition. Ils ont dit que comme on exploite 2 fois par semaine les espaces, leurs ateliers. Oui. Et justement, on ne peut pas visiter aujourd'hui l'atelier, mais en revanche, on a des échantillons donc, qui sont pris en photo, en images, et qui montrent un petit peu toute la variété des objets qu'on peut découvrir dans cette belle exposition et qui peuvent agrémenter nos décors. Vous allez découvrir des tableaux mosaïques, des jolis tableaux en peinture, des tableaux aussi en mosaïque, des paysages en mosaïque, et c'est magnifique. Il y aura du cuir, du cosmétique, du savon, ils ont tout fait. Il y a surtout de belles idées pour toutes ces entreprises, justement, qui peuvent voir déjà à l'image ce qui peut être découvert dans cette école, mais aussi dans cette exposition à Dar Abdel Tif aujourd'hui et demain. Donc, il y a toute cette possibilité de cadeaux qu'on peut offrir, et c'est la fin de l'année. Les entreprises ont coutume, justement, de faire des cadeaux de fin d'année à leurs employés ou à leurs partenaires. Donc, ça peut être aussi un bel objet donc, à offrir. Oui. Quand on achète un objet de chez ces jeunes, vous les valorisez. Au lieu de leur donner de l'argent pour rien, vous achetez un objet. Ils n'aiment pas d'ailleurs. Ils n'aiment pas recevoir de l'argent pour rien. Ils se sont habitués à se prendre en charge. Exactement. Et quand il gagne l'argent, quand il a son enveloppe après l'exposition, quand on leur remet leur enveloppe, il est tout fier de montrer à son père. Il lui dit, papa, regarde, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent. Très bien. Vous vouliez rajouter quelque chose, docteur? Oui, je veux faire un appel. Je vais répéter ce que vous avez dit. Pour les sociétés ou les particuliers qui sont sensibles à la cause de l'handicap mental, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à venir pour acheter ces produits. Non seulement c'est de beaux produits, de qualité, très classe. Quand on voit, non mais regardez, un sac comme ça, franchement, moi je préfère ça à un sac de marque. Je le porte très volontiers. Ah oui, c'est clair. Et regardez, c'est vraiment c'est vraiment une action de responsabilité sociétale. Parce qu'on ne veut pas de l'aumône. L'aumône, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas. Et l'handicapé mental, il peut. Voilà. On peut arriver à tirer quelque chose. Entendu. Voilà. D'accord. Alors pour ce qui relève de Chahra, donc Chahra a participé en Tunisie en qualité de mosaïste. Oui. Donc c'est sa spécialité. Donc Chahra, vous aimez surtout la mosaïque ou vous faites autre chose en parallèle? Dessin, cosmétique, touche à tout. Oui. C'est bien, c'est génial. Tous ces ateliers sont thérapeutiques. Oui. Chaque atelier travaille un côté. D'accord. Donc ils s'entraident et puis quand ils s'ennuient de quelque chose, ils vont vers une autre. Voilà. En plus, 2 fois par semaine, ils ont du sport. Ils font du basket au 5 juillet. Ça leur, c'est un groupe qui part ensemble.
Et c'est une prise en charge pluridisciplinaire, c'est ce qu'il faut pour un jeune de leur âge. Très bien. Ils vont se fondre dans la masse et devenir des personnes normaux. Très bien. Voilà. Est-ce que vous recevez de l'aide par rapport à ces déplacements pour le sport ou est-ce que ce sont les parents qui prennent en charge? C'est les parents qui déplacent. C'est les parents qui prennent en charge. Des fois, c'est des démunis, on les prend en charge. Oui, voilà, quand des l'association peut se orphelins, permettre, oui. on a des démunis aussi qu'on prend en charge. Très bien. C'est l'occasion de profiter de cette aubaine et de lancer votre appel aussi. Oui, s'il y a des sponsors qui veulent bien aider, marhaba bihom, ils peuvent visiter, ils peuvent venir au niveau de l'atelier, quand même qu'on loue un espace qui est très très cher. Et c'est dommage qu'il y a des espaces qui sont vides et qu'on n'en profite pas. Je profite aussi pour remercier la ministre de la Culture qui nous a donné l'occasion d'utiliser les espaces à Dar Abdel-Taif et au musée des arts islamiques et des antiquités, parce qu'il y a un groupe qui vont là-bas au musée pour apprendre l'initiation à la mosaïque. Oui, parce que là, ils vont découvrir les véritables, les anciennes, l'Antiquité par excellence. Ils sont bénis dans l'environnement original de la mosaïque, en fait. Exactement. C'est un héritage. Les Numides, en fait, est-ce que vous saviez que les Numides, à l'époque, avaient innové dans la mosaïque? C'est-à-dire que la mosaïque qui venait de Rome était monochrome. Enfin, quand je dis monochrome, c'était du noir, du blanc et du gris. Des nuances de gris uniquement. Mais la couleur a été introduite par les Algériens qui vivaient sur cette terre par la suite. Parce que c'est vrai que les peintres de tous bords ont toujours été fascinés par la lumière, la luminosité chez nous. Et bien, les mosaïstes d'Afrique du Nord, de cette région du monde, ont apporté la couleur à ces œuvres qui étaient posées au sol à l'époque ou alors dans les murs. Et ben voilà, ça c'est une information qu'on ne connaît pas. Vous le saviez, Chahra? Non, on ne savait pas. Que à l'origine, elle était c'était juste du noir et du blanc et du gris. Et ben, chez nous, ça a pris de la couleur et ça a donné des œuvres remarquables qui ont inspiré d'autres mosaïstes donc dans l'univers de la Rome antique, de Rome, donc à l'époque de l'Antiquité. Donc voilà, c'était une parenthèse qu'on va refermer pour entrer en contact cette fois-ci avec le président d'une association qui fait énormément d'efforts en faveur des personnes non-voyantes. Donc il s'agit de Amirouche Nourdine, donc qui nous appelle ce matin d'Italie. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent déjà Une canne pour l'Afrique, ça vous dit quelque chose? Donc c'est une association qui dresse des passerelles entre les handicapés et les mécènes qui sont au sein de la diaspora. Donc bonjour Nourdine Amrouche, vous êtes là? Oui, je suis là, bonjour tout le monde. Vraiment ravi d'avoir de vos nouvelles ce matin. Merci beaucoup, bonjour mon adorable pays. Oui, bonjour à vous, donc adorable mécène de toutes les belles actions en faveur des non-voyants chez nous. Donc on vous a vu sur plusieurs actions, la plus récente je pense c'était le mois dernier à Relisen, c'est bien cela? Oui, je suis allé à Relisen, mais je voudrais bien parler, il y a une dame avec vous qui parlait des handicapés, que l'handicapé n'a pas besoin d'aumône. Absolument. C'est Madame Dra ici présente qui est vice-présidente de l'association Artisanat Espoir. C'est une parole très très sage. L'handicap en Algérie, mon problème en Algérie, ce n'est pas d'aider les handicaps, mais de sensibiliser les personnes envers le monde des handicaps, de l'handicap visuel ou motoriel ou n'importe quel handicap. Les personnes ne doivent pas émarginer les handicapés. Ça, c'est un très très grand problème mondial, mais très très touché en Algérie. Il ne faut pas avoir peur de l'handicap. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend parfaitement. Le message passe très bien. Oui, on peut dire que celui qui n'a pas les jambes n'est pas un handicapé, mais celui qui n'utilise pas son cerveau est un handicapé. Absolument, effectivement. Oui, c'est bien. C'est ce que je pense souvent en Algérie, et on doit absolument
aller devant le handicap et vivre l'handicap avec les handicapés. Absolument. Pour pouvoir comprendre le problème des handicapés. Oui, absolument. Vous avez fait cet effort vous-même. Il y a quelques années, vous aviez ramené les premières balles pour la pratique sportive, justement, des non-voyants. Oui, je vais venir le mois prochain. On sera 10 personnes avec des médecins et nous, on enseigne aussi le sport pour les handicapés. On fera un tournoi à Révisène, comme vous avez dit. Et on va essayer d'enseigner aux handicapés, mais je ne veux pas les appeler handicapés parce qu'ils ne sont pas handicapés. Au moins habiles, d'être autonomes. Le problème de l'handicapé est lui enseigner à être autonome, l'inclusion de l'handicapé dans la société, le travail pour un handicapé, lui ouvrir les portes. Ça, c'est le problème qu'on a, pas seulement en Algérie. Oui, c'est valable dans le monde entier. Mais il y a une convention des Nations Unies sur les droits des handicapés. La dame Shahra, je crois, elle peut lire l'article 3 et l'article 9 de la Convention internationale des handicapés où on dit, cette convention dit que pour l'handicapé, il faut essayer d'aider l'handicapé en lui ouvrant les portes, en lui donnant le travail, en éliminant les barrières architectoniques où un handicapé ne peut pas voyager chez nous en Algérie parce qu'on n'a pas les bus qui sont faits pour les handicapés aussi. Il faut nous mettre dans la tête que même ces personnes existent encore, ils sont avec nous. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, j'imagine qu'il y a tout un combat à poursuivre pour justement intégrer toujours plus de moyens, plus de technologies au service de ces personnes qui ont besoin d'avoir leur espace dans la cité. En tout cas, on a été ravis de vous écouter ce matin à partir donc d'Italie, M. Nordin Amirouche. On a été ravis de vous avoir, vous qui êtes le président de l'association Cannes, une Cannes pour l'Afrique, voilà, et qui œuvre énormément en faveur de l'inclusion des non-voyants. Oui, merci beaucoup. Merci à la dame qui est avec vous. Merci à Canal Algérie qui parle souvent des handicapés. On vous remercie vraiment. Je vous remercie personnellement pour cette émission. Et je vous remercie pour m'avoir contacté. Et je donne le bonjour à toute l'Algérie et à tous les handicapés visuels et non visuels de l'Algérie. Et on se verra, Inch'Allah, le 28 décembre, je serai sur Alger. À très bientôt, Inch'Allah. On pourra parler des problèmes de la disabilité en Algérie. Absolument. 3-4 minutes, on peut résumer quelque chose, mais pas parler des problèmes. Merci beaucoup, et bonjour d'Algérie, bonjour à tout le monde, et bonjour à mon pays. À très bientôt, Inch'Allah. Merci infiniment. Merci à nos amis qui sont là, qui nous ont permis de parler de cette frange fragile de la société qui attend votre soutien. Donc, si vous avez des entreprises, n'hésitez pas. Vous avez vu, tout à l'heure, on a un témoignage vivant de cette personne qui côtoie au quotidien son collègue autiste. Ils sont au nombre de 3, je pense, au sein de votre laboratoire. Oui, et plusieurs sourds-muets aussi. D'accord, voilà. Très bien. Et ça se passe au mieux. C'est juste, déjà, je salue l'unité et mes collègues qui participent à la réussite de ce projet. Inch'Allah, on va prouver que c'est possible et j'espère que plusieurs sociétés vont suivre le pas. En tout cas, on est disponible à aider toute société qui veut recruter des personnes avec handicap mental pour les aider de manière gratuite à les... Oui, parce qu'ils sont habiles de leurs mains, on l'a vu. Bon, ça, c'est ce qui prouve leur dextérité, leur capacité. Manuellement, ils peuvent être très, très compétitifs, dans la mesure où quand il y a des postes pour justement... De récurrence, voilà, des postes de récurrence, des postes, par exemple, on a un collègue qui est un grand photographe, super photographe. Il peut travailler dans la communication. Il suffit juste de s'adapter à lui, de ne pas parler fort, de lui répéter peut-être la chose 1 à 3 fois. C'est ça. Voilà. Absolument. Et puis toujours, grâce à eux, on a tout le temps le sourire. Oui. Parce que c'est des personnes pleines d'amour. C'est des personnes qui ne mentent pas.
déjà pour un employeur, C'est ils sont excellent. sûrs qu'ils vont lui faire un feedback tout le temps véridique. Voilà. Et c'est un plaisir Ils de vont les pas, avoir avec ils vont nous. pas tout de suite créer des excuses pour un retard. Non, du voilà. tout, ils disent la vérité, ils ne savent pas. En fait, ils ne savent pas. Très bien. Non. Ils sont Voilà. purs, ils sont sincères et on puise notre énergie من عندهم. Absolument, on a vu le sourire de Shahra et son intervention tout à l'heure en est la preuve. On a été ravis de vous recevoir, mesdames. En tout cas, donc Dr Amel Brahimi, donc voilà, qui a un petit peu permis de parler de cette plateforme en création qui sera mise au service de toutes ces personnes désirant avoir une information utile et pratique concernant la prise en charge d'un handicapé, voilà, dans les différentes variétés d'handicap, mais aussi sur les possibilités d'insertion pour ces personnes ou les possibilités aussi d'inclusion au sein des associations qui œuvrent à leur bien-être. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir pour parler de cela. On a été ravis de vous recevoir également Linda Dra, donc vous êtes présidente de l'association, vice-présidente. معليش فولت لك. Mais bon, hein, pardon Madame la Présidente ou Monsieur le Président. En tout cas, Monsieur le Président, on vous salue pour tous les efforts et on salue à travers vous tous les bénévoles de cette association qui donnent de l'espoir justement à cette frange de la société qui gagnerait encore et encore à être prise en charge au mieux dans notre voilà, vie au quotidien. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir. On rappelle que c'est aujourd'hui et demain. Demain, voilà, Inch'Allah. Aujourd'hui et demain. C'est toute la journée. Aujourd'hui, ils sont en train d'installer. On attend que moi pour démarrer. Très bien. Le vernissage, c'est à partir de 13h30. Marhaba bikoum. Voilà, 2 journées pour... Par la même occasion, je suis en train de regarder la lampe. Oui. C'est de notre artiste Nawal Chouel qui est bénévole au sein de l'association et je salue toutes les bénévoles qui sont au sein de l'association qui se donnent à fond avec ces jeunes. Très bien, merci très beaucoup. bien. Bravo à tous et bravo à Shahra de nous avoir ramené 2 belles médailles tout récemment dans la discipline cyclisme aux Olympiades de voilà. الأساتذة اللي هما اللي عم يعاونوا فينا. Voilà, الأساتذة تاعك ما ننساوهمش. شكر الشيخة فاضلة. Alors, Cheikha Fadela, voilà, un bonjour C'est leur particulier. coach de sport. C'est parti parce qu'elle aime le sport. هي اللي تعلمنا بزاف لي زيكزارسيس. Excellent, en tout cas ça a apporté des fruits. Vous êtes excellente en basketball et en cyclisme, mais que demande le peuple? Oui, rien de mieux. D'autres trophées, Inch'Allah. Avec plaisir, Shahra. Merci infiniment à tous ceux qui sont avec nous depuis ce matin. Donc, dernière ligne droite pour cette émission. Tout de suite, une chanson avant de retrouver notre rédacteur en chef dans son éditorial de ce matin, Yezid Ait Mahidine en l'occurrence. C'est parti. Palestine and I will remain. She's holding a flag so very high, raises her voice with such a strong cry. She's a symbol of a people who refuse to die. Says my name is Palestine and I will survive. I will survive, I will survive. My name is Palestine and I will survive. I will remain, I will remain. My name is Palestine and I will remain. The forces of darkness can't extinguish the flame of the freedom in your eyes and the love you retain. These are more powerful than the weapons of war. With their terror and lies, but you bring something more. And all across Palestine they've had enough of killing and wounding from Israeli guns. Want no more occupation, no more siege, no more brutality, they just want peace. I will survive, I will survive. My name is Palestine and I will survive. I will remain, I will remain. My name is Palestine, I will remain. Make a road in the desert for a new dawn to come. Make a road in the desert for equality to bloom. Make a road in the desert for human rights to come. Make a road in the desert
the freedom to come. It's a place they tried to make disappear. It's a people they tried to make you fear. But the welcome they give you always means Palestine gets under your skin. I will survive, I will survive. My name is Palestine and I will survive. I will remain, I will remain. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc pour cette dernière ligne droite, nous allons dire bonjour à Yazid Ait Mahieddine dans son espace éditorialiste. Donc éditorial plutôt, voilà, je sais plus, je perds mon latin. Bonjour Yazid. Bonjour. Ça va? Ça va? Oui, très bien. À part mes petites bourdes, tout va bien. Non. Ça va? Tout est conjugué au ist. Classe. C'est vrai, dans la mesure où, oui. Oui, aujourd'hui, on parle surtout de sionistes. Oui, et des dégâts de cette horde sauvage qui aujourd'hui, pratiquement, elle a démantelé le système de santé palestinien. Qui a continué de bombarder autour d'un hôpital, le seul qui fonctionne à 200%, nous dit-on. Absolument, et à l'occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées, nous avons une pensée pour les handicapés palestiniens. Oui. Parce qu'il faut dire que c'est la partie la plus vulnérable qui a été touchée par cette guerre d'occupation, par ces bombardements. C'est vrai que les enfants sont pratiquement la population la plus touchée, mais il y a aussi les personnes handicapées. Nous disons cela parce qu'on a vu l'intensité des bombardements, cette sauvagerie à ciel ouvert, où déjà les Palestiniens subissaient donc déjà 17 ans de blocus, et pendant ces 17 ans de blocus, il n'y a pas un accès aux appareillages pour les handicapés moteurs, il n'y a pas eu accès aux appareils auditifs aussi. Et tout ça était un petit peu la résultante d'un blocus qui a duré et qui dure toujours. Et on peut dire que la Convention relative à la protection des droits des handicapés a été bafouée par l'entité sioniste. Bien avant cette crise, effectivement. Bien que l'entité sioniste était signataire, elle a ratifié cette convention de 1992, mais on le voit aujourd'hui comment Israël bafoue et fait fi de toutes les conventions internationales qui existent. C'est ça qui choque tout le monde. Ces deux poids, deux mesures ont toujours choqué. Mais si vous ouvrez cette parenthèse par rapport à ces personnes fragiles en situation de handicap, moi j'ai envie vraiment d'avoir une pensée pour tous ces enfants qui ont été démembrés pendant ces bombardements, qui ont perdu un bras, ils ont été amputés. C'est terrible. Ils ont vécu des opérations chirurgicales sans anesthésie. C'était très terrible. Moi j'ai encore l'image en tête de ce médecin qui a essayé de sauver justement, qui sans anesthésiant a perdu un patient en l'amputant. Parce que cette douleur est insupportable, c'est horrible. Oui, absolument. En fait, il y a aussi l'organisation Human Rights Watch qui a carrément recueilli des récits et des stories des Palestiniens handicapés qui ont vécu les bombardements et qui n'ont pas pu fuir. Ben oui. Parce que déjà, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'électricité. Ceux qui ont des ascenseurs, les ascenseurs étaient en panne faute d'électricité, donc ils n'ont pas pu fuir. Certains sont morts et d'autres n'ont pas pu utiliser leur fauteuil roulant parce qu'il y avait des décombres, il n'y avait pas d'accessibilité. Donc tout ça, en fait, il a été occasionné par cette horde sauvage, par cet ogre sioniste qui a tué ses enfants. Ces enfants qui sont là à demander protection, c'est une partie vulnérable de la société. Il faut rappeler qu'il y a également une résolution du Conseil de sécurité, la 2475,
qui exige de la partie occupante, qui exige des deux parties en conflit, de protéger les personnes handicapées, de leur assurer la protection, de rassurer un couloir, de leur assurer l'accès aux commodités de la vie, à l'appareillage. Et tout ça n'a pas été respecté par Israël et par l'entité sioniste du fait du blocus et du fait des bombardements qui se poursuivent. Donc c'est vraiment une atteinte aux résolutions internationales, à cette résolution du Conseil de sécurité. En fait, cette résolution du Conseil de sécurité, elle a été votée en pleine guerre d'Ukraine. C'était en fait destiné pour que la Russie et l'Ukraine font état de sagesse et permettent aux blessés, aux personnes, et aux handicapés aussi. Donc à c'était fait. aussi pour les personnes handicapées. Mais on voit aujourd'hui que cette résolution doit s'appliquer aux Palestiniens et doit exhorter Israël pour respecter les personnes handicapées qui sont en état dans des états d'urgence et dans des états de conflit armé. Encore faudrait-il qu'il y ait une instance capable d'exhorter cette entité sioniste. En fait, ce qui est choquant en Yézid, vous serez d'accord avec moi, c'est que ces personnes à qui on demande de s'exiler ont été poursuivies sur le chemin de l'exil, qui ont été bombardés pendant leur déplacement, mais aussi dans les lieux qu'ils appellent sécuritaires pour ces familles. Oui. On attaque aujourd'hui Khan Younes, qui était normalement censé abriter toutes ces personnes en exil et qui ne sont finalement pas en sécurité. Oui, absolument. Il y a 1 400 000 de déplacés du nord vers le sud et que les civils, dont les handicapés, n'ont pas été informés à temps. Il y a certains, dans les conventions et dans les règles d'un conflit, il faut donc donner un peu l'alerte aux civils au moins 1 heure à l'avance pour qu'ils puissent changer de place et qu'ils trouvent des lieux sûrs comme les abris. Et même les abris sont pratiquement... ils sont inexistants. Oui, ils sont inexistants. Et tout ça, on peut le retrouver dans les récits de Palestiniens handicapés recueillis par des militants, des organisations humanitaires comme Human Rights Watch qui a recueilli des récits, beaucoup de témoignages, de personnes handicapées pratiquement ils étaient incapables de bouger, dont certains sont morts sous les décombres. Oui, vous êtes là aussi pour nous parler de ce livre, Yézid, Une brève histoire du temps. Non, en fait, je voulais dire que finalement, tout ce temps, toute cette terreur, tous ces moments difficiles, il y a des gens qui sont aussi vulnérables et handicapés comme Stephen Hawking, qui a passé son temps également à faire de la recherche. Et dans ce livre qui est une brève histoire du temps, en fait, c'est une rétrospective de toutes les inventions, les innovations en matière de physique quantique, en matière de l'attractivité générale et puis de la relativité générale. C'est très impressionnant de voir que au moment où certains sont en train de bombarder, de tuer, d'autres sont en train de penser à l'humanité et de penser à donner un sens à leur vie. Et voilà une personne qui vit un handicap et qui a réussi dans sa vie à laisser quelque chose. Absolument. Donc c'est vrai que nombreuses sont ces personnes porteuses d'espoir pour l'humanité. Voilà. Mais hélas, face à elles, il y a de nombreuses personnes qui détruisent l'humain en nouveau. Oui, parce qu'il revient sur les inventions de Newton, sur la relativité générale d'Einstein, sur les effets gravitationnels. Et en rappelant qu'Einstein lui-même a désavoué le sionisme en son temps, il a désavoué l'occupation en son temps. Il y a même une lettre où il désavoue en fait les architectes de ce malaise palestinien qui dure, ces architectes de cette Nekba qui dure. En fait, voilà, je voulais dire qu'au lieu de faire la guerre, pensons à vivre en paix, pensons à faire quelque chose pour l'humanité, comme l'a fait Stephen Hawking. Effectivement, et heureusement qu'il y a toutes ces belles voix
qui s'élèvent de partout et pour lancer des appels en faveur de la paix, pour lancer des appels en faveur de notre humanité et de l'avenir de cette humanité. Parce que là, cette guerre, on a l'impression qu'elle ne concerne que les Palestiniens, quelque part, qu'ils sont les seules victimes. En fait, c'est l'humanité entière qui est victime de ces agissements terroristes de l'entité sioniste. Parce qu'on est traumatisé, où qu'on soit, par l'horreur qu'on voit au quotidien. Oui, on le voit d'ailleurs comment l'humanité, dans son essence pacifique, est en train de se réveiller pour défendre les causes justes et pour dire Free Palestine. Ils ont voulu montrer que la Palestine était un foyer de terrorisme, était un foyer de subversion, mais finalement, ils ont retrouvé aujourd'hui un monde qui s'élève en un seul homme pour dire Free Palestine. C'est quelque chose d'extraordinaire que nous sommes en train de vivre, en fait. Voilà, c'est quelque part cette guerre ou cette injustice. Je n'ose même pas dire guerre parce que c'est vraiment un génocide plutôt qu'une guerre. Et elle a ouvert les yeux à pas mal de personnes qui s'intéressent maintenant à ce peuple qui était un petit peu oublié de l'histoire. Oui, absolument. Et puis les esprits libres, comme les journalistes, comme les avocats, comme les sportifs, comme les comédiens, se sont en train de se lancer, de bouger et également de dire Free Palestine et de pratiquement il y a des manifestations partout, il y a des meetings partout. Et on le voit comment des acteurs comme Arnold Schwarzenegger, des grands chanteurs comme Roger Waters. Tout récemment, Enrique Iglesias, qui est monté sur scène avec le drapeau palestinien, qui a dansé avec ce drapeau, qui a appelé à la paix, qui a lancé un appel vibrant en faveur de la paix. Ils sont nombreux en tout cas. Ils sont nombreux. Et puis c'est des éléments à charge contre Israël, ces atteintes aux droits des personnes handicapées que les avocats gagneront à mettre dans ce dossier pour juger Israël pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide, parce qu'il y a quand même tout un collectif d'avocats, notamment un peu partout dans le monde, en Belgique, en France, en Algérie et partout dans le monde, qui sont en train d'ester cet État pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Et puis, sont en train de faire en sorte que les assassins, que les responsables de ces massacres soient jugés et jugés à travers le monde, en fait. Voilà, jugés et tout d'abord freinés par rapport à ces élans dévastateurs. En tout cas, on a été ravis ce matin, Yazid, d'en parler parce que vraiment, ça nous soulage un petit peu de dire un petit brin de vérité autour de cette question palestinienne à chaque fois avec vous. Merci infiniment et merci à ceux qui sont avec nous ce matin et qui étaient peut-être depuis le début. Donc merci pour votre fidélité. Je vous souhaite vraiment de passer une excellente journée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Pourquoi pas? Allez, restez-nous fidèles. Au revoir. ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية بين ردة وعيوني بندقية والذي يعرف ردة ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية